du mois de mars jusqu'à septembre-octobre, je récolte des plantes presque tous les jours. Enfin, c'est énorme comme demande de temps. Mais en fait, c'est impossible de m'en passer. Moi, même quand je conduis et je vois les plantes sur les côtés, j'ai envie de m'arrêter. Bonjour et bienvenue dans Le Temps d'une tisane, le podcast qui te parle d'herboristerie maison sans prise de tête. Je suis Manon, écologue, praticienne en herboristerie, créatrice du blog Mademoiselle Apothicaire et autrice. Dans ce podcast, je te parle de plantes médicinales, de bien-être naturel et des pouvoirs extraordinaires de la nature sur ta santé. Alors prépare ton infusion préférée, installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Donc dans cet épisode, je suis ravie d'accueillir Elsa, qui est herbaliste et tisanière. Bonjour Manon. Eh bien Elsa, bienvenue pour ce premier épisode, je suis ravie de t'accueillir. Et du coup, je voulais te rappeler que le principe de ce podcast, c'est de papoter ensemble autour d'une tisane, une petite infusion, et puis que tu nous parles de ton parcours, de ta passion des plantes, de ton histoire, et puis de ton métier aujourd'hui. Est-ce que ça te va ? Ouais, go. Alors du coup, t'as choisi quelle tisane pour cet épisode ? Pas celle que je pensais me préparer habituellement quand j'ai des moments comme ça. Je me fais une tisane que j'ai créée qui s'appelle Calme Intérieur, qui apaise mais en même temps qui donne une certaine verticalité et qui me permet de rester focus. Et là, en fait, ce matin, je suis partie balader, je m'étais déjà fait un thermos, donc je l'ai gardée et elle est très bien aussi. Et c'est une tisane que j'ai appelée l'incarnée, dans le sens où je sens que je suis plus incarnée dans mon corps physique et qu'elle me donne un peu cet ancrage. Et elle est composée de scutellaire, d'avoine laiteuse, d'aubépine et là, j'ai rajouté de l'agripomme. Et du coup, c'est un mélange pour le système nerveux qui apaise, qui calme, qui ramène dans le corps et puis qui calme aussi un petit peu toutes ces petites palpitations quand on est un peu stressé ou activé. Donc, elle est super. Ah, c'est génial. Elle a bon goût, j'espère. Oui, c'est des plantes amères, mais elles sont très, très bien équilibrées et je la trouve très agréable. Elle a un goût un peu âpre, la scutellaire. C'est une plante qui n'est pas très connue, je ne sais pas si tu la connais. Mais justement, elle a ce goût je sais pas, qui est neutre et qui fait redescendre la pression. Je l'adore. Tu t'es fait quoi, toi ? Alors moi, je me suis fait un petit mélange du producteur Angustifolia. C'est un ami de ma promotion de l'école lyonnaise des plantes médicinales qui est producteur de plantes en Bourgogne. Et il fait des mélanges de plantes avec des plantes en vrac de superbe qualité. Enfin, voilà, vraiment magnifique. J'adore la qualité de son travail. Et donc là, c'est un petit mélange infusion hiver. Alors, j'ai pas repris le sachet, mais je crois qu'il y a du sureau, il y a de l'eucalyptus radiata, il y a du thym, il y a de la sarriette. Enfin voilà, j'adore. Ouais, ça change tout quand les plantes elles sont de belle qualité. Ça n'a rien à voir, ça n'a pas les mêmes saveurs et surtout tu peux les réinfuser plusieurs fois. Elles donnent Ouais. plus de goût. Non mais ça c'est clair, et puis en plus elles sont pas du tout coupées, elles sont vraiment entières, et là ça change tout, rien qu'au niveau du parfum, du visuel, et puis du plaisir de les avoir en bouche après. Ouais, c'est beau, c'est poétique. Et je trouve que c'est des moments justement où ça te permet d'être encore plus dans la ritualisation, en fait, un peu plus comme un cérémonial et de savoir un peu à quoi elles ressemblent les plantes. Parce que bon, nous on les connaît, mais les personnes qui sont de l'autre côté savent pas trop. Souvent j'ai des amis qui m'envoient des photos, elles me disent c'est quoi ça? Je dis ben, je sais pas, c'est de la poudre, c'est des miettes. Donc voilà, ouais, c'est agréable. Oui, j'avoue. Voilà. Alors, du coup, Elsa, tu es herbaliste et tisanière dans les Cévennes, c'est ça ? Oui. Est-ce que tu peux me dire un petit peu d'où ça devient ta passion des plantes, un peu l'histoire que tu as avec elles depuis le début, Oui. quoi. Moi, j'avais une première passion, mais une très très grande passion, qui était la bijouterie. J'étais artisane dans des ateliers en fabrication. Donc j'ai eu la chance d'avoir deux grandes passions motrices. Et en fait, les plantes, c'est en 2017. J'ai eu de l'endométriose. Aujourd'hui, je suis pratiquement complètement guérie naturellement, mais essentiellement grâce aux plantes. Et donc à l'époque, je me souviens, j'habitais à Paris et j'étais allée sur un salon, un truc bio, naturel, je me souviens plus trop. Et j'avais rencontré Gabrielle, qui est aussi une herboriste de plantes et potions. Et sur son stand, je lui avais posé quelques questions. Elle m'avait vendu de la chenille millefeuille, mais toute seule, même pas en synergie.
Et cette plante a remplacé les médicaments que je prenais à base de morphine à l'époque, donc ça m'a bluffée. Et c'est aussi la première plante que j'ai récoltée du coup. Je m'en souviens très bien chez ma grand-mère, j'ai mis très longtemps avant de la reconnaître. Il y a des plantes qui ne ressemblent aujourd'hui pour moi pas du tout à la Chili millefeuille qu'à l'époque je confondais. Quand on n'a pas encore l'œil avisé, c'est pas évident. Mais ça a été mon entrée dans les plantes et je trouve que la Chili millefeuille, c'est souvent la porte d'entrée de beaucoup de personnes et surtout beaucoup de femmes parce que c'est une grande alliée des femmes. Voilà comment j'ai rencontré l'univers des plantes. Et comment tu expliques que ça ait eu un effet qui ait pu remplacer la morphine dans ton cas? Alors moi, je suis très 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 sensible aux plantes. On a tous une sensibilité qui est différente et qui est pas mieux ou moins bien. Ça a des avantages et des inconvénients. D'ailleurs, pour les personnes qui se demandent, moi, pour tester la sensibilité d'une personne, quand je l'ai en consultation et savoir quel dosage je vais lui donner, je lui pose quelques questions. Par exemple, est-ce qu'elle boit du café? Et si elle en boit, est-ce que si elle en boit après une certaine heure, ça va l'empêcher de dormir? Ou est-ce qu'elle peut en boire un à 22 heures et aller se coucher sans souci? Ou est-ce qu'elle n'en boit pas justement parce qu'en fait, moi, par exemple, je fais partie de ces personnes-là, ça me fait un effet de drogue, enfin cocaïne, quoi. Ça me donne des palpitations terribles, mais c'est atroce. Et j'en ai pas bu pendant des années, j'en ai rebu un il y a quelques mois et je l'ai vraiment regretté. Enfin non, parce que c'était marrant, c'était intéressant quoi comme expérience, mais voilà, ça permet de voir la sensibilité des personnes. Et moi, des très petites quantités me suffisent. Et pourquoi d'ailleurs, là, chez les millefeuilles, à un moment donné, quand j'avais eu mes règles, il me restait qu'une ou deux sommités fleuries dans le paquet, le sachet que Gabrielle m'avait vendu. Et comme elle habitait loin et que j'avais mes règles, j'avais pas le temps de lui passer une commande et de les recevoir, j'ai réinfusé, je pense, les mêmes sommités pendant 2 ou 3 jours d'affilée. Normalement, ça a évité parce que bon, après 24 heures, on évite de les réinfuser, mais ça fonctionnait toujours. Ça continuait d'apaiser les douleurs, donc voilà, pour moi, c'était assez bluffant. Ah ouais, génial, c'est passionnant. Et du coup, donc tu m'as parlé de la Chili qui t'a fait basculer dans l'univers de l'herboristerie. Et puis, du coup, est-ce que tu aurais une anecdote particulière que tu as envie de partager au cours de tes recherches, de ton parcours? Moi, j'étais un peu vexée et frustrée que ce soit la Chili millefeuille, ma plante alliée. En tout cas, la plante qui m'ait fait rentrer dans l'univers végétal. J'avais envie un peu de me démarquer. Je me disais, ah, c'est toujours cette Achille millefeuille, tout le monde me parle toujours de cette plante. Du coup, ça agaçait un peu mon ego, mais elle a toujours une place importante dans mon cœur. Et en fait, ma plante alliée, alors elle varie toujours selon ce que je vis. En fait, j'ai des alliés qui sont vraiment des plantes alliées dans le sens où elles me correspondent tellement dans ma structure, ne serait-ce qu'au niveau du système nerveux, que je vais souvent revenir vers elles parce que les moments de stress ou de challenge et où je vais me désaxer, un peu sortir de mon centre, je vais tendre à aller à chaque fois vers les symptômes que ces plantes-là vont soulager. Et donc, ma grande plante alliée, c'est la verveine officinale, qui est une plante du système nerveux dont je parle énormément, qui est très peu connue, enfin, moins que la verveine citronnée par les gens qui ne sont pas dans l'univers des plantes. Et cette verveine, c'est une plante que j'ai découverte en rêve et j'en avais jamais entendu parler avant. Et des fois, on me dit oui, mais peut-être que tu l'avais lu et puis tu as oublié. Là, pour le coup, je pense vraiment pas. En plus, on l'avait pas encore abordé à l'école. Et donc, elle est venue en moi en rêve à un moment donné où j'en avais vraiment, vraiment besoin. Et, euh, et donc, c'est une plante comment dire, qui est très refroidissante et qui régule le système nerveux. Et moi, je trouve qu'elle vient travailler la structure et les fondations du système nerveux. Et donc, elle est un peu challengeante au début. Moi, ça m'avait valu de grosses crises d'angoisse. J'avais un peu paniqué, mais j'avais continué de la prendre. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques longs mois de prise, j'ai vu des changements, mais même pas qu'aussi au niveau du système nerveux, aussi au niveau de la digestion. Tellement de choses qui ont été, je sais pas, exceptionnelles. Donc voilà, c'est une de mes grandes plantes alliées et que je recommande souvent beaucoup parce que j'attire souvent des personnes qui ont les mêmes problématiques que moi. Donc c'est pour ça que je parle souvent de cette plante. Mais ouais, des anecdotes, je pense que je pourrais t'en donner tout au long de notre échange parce que j'en ai sur plein de choses. Ça, c'est sûr. En plus, la verveine officinale, effectivement, elle est ça fait partie des plantes qui sont un petit peu oubliées par le grand public aujourd'hui. Et c'était une grande plante sacrée chez les Celtes. Mmh. Enfin, moi, je suis passionnée d'histoire celte et en antique. Enfin, voilà. Et du coup, je sais que c'était une plante sacrée à l'époque, quoi. Ah, ça doit être super d'avoir cette notion-là.
nostalgique avec les plantes. Mais moi, je trouve ça dingue, pour revenir une dernière fois là-dessus, d'en avoir rêvé alors que je la connaissais pas, en fait. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que quelque part, j'ai accédé à des informations que moi, Elsa, petite humaine, je n'avais pas, et qui m'ont été amenées. Et depuis, quand il y a des périodes où je ne sais pas qui voit, peut-être ma conscience, que je prends pas trop en charge ce qui m'arrive et que je galère un petit peu, ça m'arrive très régulièrement d'avoir des ordonnances en rêve. Et donc, ça se fait jamais de la même manière, mais les 2 dernières fois où c'est arrivé, c'était des humains dans mon rêve. En fait, une fois, je voyais un vieux monsieur, qui buvait une tasse de reine des prés, et une autre fois, une vieille dame qui me recommandait une plante et dans le rêve, je lui disais: «Mais non, mais j'ai pas, de mycose vaginale», parce que c'était une plante, que je connaissais bien pour ça. Et je sais plus ce qu'elle m'a dit et en fait, j'aurais dû le prendre en préventif parce que c'est arrivé une quinzaine de jours plus tard. Donc voilà, je trouve ça fascinant. C'est comme si on accédait à une forme de sagesse ancestrale un peu commune, comme une espèce de conscience collective en rêve, quoi, d'un savoir traditionnel collectif. Enfin, je trouve ça fascinant, moi. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, aujourd'hui, tu es donc herbaliste et tisanière. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours? Au début, peut-être que tu n'avais pas forcément envisagé d'en faire ton métier, ou peut-être que si. Enfin voilà, un peu me raconter ton histoire depuis la découverte de l'herboristerie jusqu'à aujourd'hui, ce qui t'a conduit à en faire ton métier. Oui, bien sûr. Effectivement, ça n'a pas été une évidence pour moi et c'est marrant parce que pour la bijouterie non plus. Et les 2 fois, la première fois, j'étais jeune, j'étais allée, au CIO, c'est comme ça que ça s'appelle, je sais plus, des centres d'information sur l'orientation. Et j'avais vu qu'on pouvait faire des écoles de bijouterie. J'ai dit: «Ah OK». C'était tellement, je le dis pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être ne savent pas trop quoi faire, parce que ça arrive souvent, surtout de ces dernières années, d'être dans des transitions, des reconversions, des questionnements. Moi, c'est 2 grandes évidences de ma vie, ces 2 métiers, et ça l'était pas du tout au moment donné où il a fallu, sauter dedans. Et les plantes, ça a été un peu pareil, hein. J'ai fait un bilan de compétences et je me suis dit: «Mais OK, en fait, allons-y». Et du coup, j'ai quand même beaucoup appris seule parce que je me suis, prise en charge toute seule pour l'endométriose. J'avais eu beaucoup trop de mauvaises expériences avec les médecins. Plus tard, j'ai fini par en trouver certains, et les voir de temps en temps qui étaient bien. Mais à ce moment-là, vraiment, j'ai voulu me débrouiller toute seule, ce qui fait que j'ai fait énormément de recherches et chaque fois que j'allais voir un naturopathe ou, un professionnel de santé naturelle, je posais toujours des questions de: «Pourquoi est-ce qu'on me donne ça? Pourquoi est-ce que je le prends de cette manière à ce moment-là?» Je m'intéressais vraiment et ça fait qu'en fait, à chaque fois, j'apprenais énormément. Donc j'ai emmagasiné beaucoup d'informations comme ça et beaucoup aussi en testant moi-même, en expérimentant. Et la plupart de mes grandes capacités aujourd'hui à conseiller la juste plante à une personne, c'est tous les gros foirages que j'ai faits, les plantes que j'ai pris qui ne me correspondaient pas du tout et où j'ai compris pourquoi elles ne me correspondaient pas. Donc ça, c'était intéressant, ça m'a appris sur le fonctionnement des plantes, mais aussi sur moi-même. Et ça, c'est tout ce qui est en lien avec le tempérament des plantes au niveau énergétique, qu'elles soient réchauffantes, refroidissantes, etc. Mais voilà, je mets ça, une petite parenthèse là-dessus. Et en fait, alors que j'avais encore l'endométriose, j'ai créé un compte Instagram, et à l'époque, je sentais qu'il me fallait beaucoup d'audace pour faire ça parce que je voulais parler de guérison de l'endométriose. Et même moi, je pense que j'avais du mal j'y croyais quand j'étais vraiment dans mon cœur, je sentais, je le savais au fond de moi. Mais le reste du temps, il y avait beaucoup de moments où je me disais: «Non, mais c'est pas possible, en fait, tu craques, tu peux pas en guérir», parce que tout le monde nous dit tellement qu'on peut pas en guérir. Et donc j'avais un peu timidement, du fond de mon lit, créé ce compte Instagram et je partageais toutes les informations, que je trouvais. Et je sais pas, de fil en aiguille, je pense que je me suis retrouvée très régulièrement à conseiller des personnes et parfois pendant des heures à les écouter. Donc voilà, j'ai fait des consultations avant d'être formée, quoi. Mais c'était de manière très, voilà, spontanée. Et puis après, par la suite, je me suis formée à l'école des plantes, à Lyon et j'ai fait les 2 premières années, j'ai pas fait la troisième, je suis partie au Mexique apprendre d'autres plantes. Et puis c'était très bien comme ça finalement puisque le programme de la troisième année, je peux l'apprendre autrement avec des formations et puis moi-même en expérimentant sur moi ou d'autres personnes, donc voilà. Et du coup, je suis herbaliste et tisanière et c'est 2 activités différentes et à la fois qui sont complètement réunies et mélangées, dans la manière dont j'accompagne aujourd'hui. Tisanière parce que je suis cueilleuse de plantes, sauvages, mais aussi des plantes que je cultive, en bio et biodynamie. Et donc ensuite, j'ai un stock de plantes qui, je crois, qui contient plus d'une centaine de plantes aujourd'hui, en Ah oui. petite quantité. Donc ça prend quand même beaucoup de place, mais ça reste des sachets qui sont pas non plus très 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 grands.
Mais voilà, j'ai quand même une grande diversité de plantes et je l'utilise pour faire des mélanges. Et j'ai une gamme de plus d'une cinquantaine de mélanges, je pense, qui abordent plein de thématiques parce que chaque mélange, il est vraiment ciblé sur un besoin, sur un tempérament de personne. Donc j'ai 5, 6, 10 tisanes par thématique, système nerveux, sommeil, etc. Et ensuite, je fais aussi des tisanes signatures. J'y reviendrai peut-être après pour ça. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est mon métier de tisanière. Donc la cueillette, la production de plantes, la création de tisanes. Et en tant qu'herbaliste, je suis accompagnante, c'est-à-dire que je fais les consultations, le conseil avec les plantes et puis plein d'autres choses parce que j'ai plein d'autres outils, mais voilà, essentiellement ça. Et la tisane signature, c'est un peu un mélange de ces deux métiers parce que en fait, c'est une consultation, mais qui est plus courte et qui a pour but de créer une tisane, mais signature. Donc pour la personne, pour ce qu'elle vit sur le moment. Et ça permet d'être dans une plus grande justesse. Et puis je trouve que c'est un très très beau cadeau à s'offrir. Donc voilà. Mais c'est très vaste après, puisque je fais des retraites, des immersions dans la nature, en groupe ou en individuel. Ça, c'est très beau aussi. Voilà, il y a plein de choses. Et ça permet de diversifier. Moi, je pourrais pas faire tout le temps la même chose. Faire un travail à la chaîne, c'est quelque chose qui m'enlèverait toute ma passion. Donc ça me permet avec les plantes, on peut faire plein de choses. Des fois, je fais même de la teinture végétale. Enfin, c'est génial tout ce qu'on peut faire avec. Donc ouais, ça ouvre beaucoup de portes. Donc, je reviens sur ton activité de tisanière. J'ai plein de questions en fait sur ça. Du coup, tu dis que tu cueilles en nature, vu que tu es dans les Cévennes, il y a ça. Et puis, j'imagine que tu as un terrain pour cultiver. J'ai un nouveau terrain chaque année parce que je redéménage chaque année et parfois plusieurs fois par an. C'est un peu moi la thématique de ma vie, j'allais dire problématique, mais c'est intéressant aussi quand même comme expérience, c'est de trouver mon lieu de vie. Donc les Cévennes, c'est mes terres de cœur, c'est là où je reviens toujours. Mais c'est pas toujours évident, déjà de trouver une maison en Lozère avec le terrain parce que je sais très bien ce que je veux pour faire mon jardin. Et aussi de trouver l'équilibre entre vie sauvage et vie sociale. Et voilà, moi je me suis beaucoup enfermée toute seule dans la nature et c'est génial, je m'y complais peut-être un peu trop. Et là j'essaie de trouver un nouvel équilibre. Donc voilà, ce qui fait que je suis encore un peu à la recherche de ce lieu de vie. Et donc je bouge beaucoup et donc chaque année je refais un jardin. Et à chaque fois je me dis non, je vais pas le faire. Et en fait c'est impossible, ça me démange. Tu vois, même là il y a une semaine je me disais mais je vais pas refaire des récoltes cette année, ça me prend quand même du mois de mars jusqu'à septembre-octobre, je récolte des plantes presque tous les jours. Enfin, c'est énorme comme demande de temps. Mais en fait, c'est impossible de m'en passer. Moi, même quand je conduis et je vois les plantes sur les côtés, j'ai envie de m'arrêter. Donc voilà, mais oui, je recommence chaque année et du coup, je laisse de très beaux jardins derrière moi. Et c'est chouette aussi parce que bon, ça me dérange pas. Donc voilà. Mais pour répondre un peu plus à ta question, du coup, j'ai eu plusieurs différentes superficies de jardin et même dans un jardin de 30 mètres carrés, je peux faire pousser plein de plantes. Donc, il n'y a pas besoin d'une surface très grande en fait. Et je pense que si j'avais des très 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 grands terrains, vraiment comme les herboristes qui cultivent, moi je pourrais pas, je pense que ça m'agacerait en fait. Parce que j'aime bien faire des jardins un peu forêt tout mélangé avec des grands tournesols, des fleurs de toutes les couleurs. C'est plus artistique pour moi. Avec des pierres, je vais à la rivière et je ramasse des petites dalles de roches et je fais des petits chemins. Enfin voilà, j'ai besoin que ce soit très créatif et stimulant. Si c'était des grandes chaînes de plantes, je pense que ça m'agacerait. Oui, puis comme tu as besoin de diversifier, ça voudrait dire que tu ferais ça à temps plein, comme les producteurs qui font ça toute la journée, Ouais. à temps plein, toute l'année en fait. C'est ça. Et moi, je pense que la manière dont je travaille et le fait que j'ai autant de portes d'entrée entre les tisanes signatures, les consultations, les accompagnements, les retraites, les immersions en nature, ça fait que je peux accéder à plein de personnes différentes. Certaines qui ne seraient pas venues par une porte d'entrée, mais qui aiment bien une autre et qui peuvent découvrir mon univers comme ça. Moi, ça fait que je m'ennuie jamais. Si quelque chose me lasse, je peux faire autre chose. Et puis aussi, si un des univers fonctionne un peu moins bien financièrement à un moment donné, ben, je mets pas de pression parce que je me focalise sur autre chose. Donc, je trouve que c'est une très bonne idée de fonctionner comme ça à tous les niveaux. En tout cas pour moi. Ouais, bah, du coup, c'est assez polyvalent et c'est complémentaire. Donc, ouais, pour développer une activité aussi pour pouvoir en vivre à l'année. C'est ça. Ouais. Parce que du coup, là, je m'adresse aux personnes qui souhaiteraient soit se reconvertir ou soit se lancer dans une activité d'herbaliste ou de créer des jardins médicinaux ou vendre des plantes et tout ça. C'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser. C'est arriver à en vivre, quoi. Arriver à vivre de sa passion, c'est vrai que c'est une vaste question. En tout cas. Ouais.
Ouais, ouais et je pense qu'il y a plein de manières de le faire, hein, moi, je dis souvent que dans les Cévennes, on a fait un vœu de pauvreté. Je rigole, mais c'est vrai, je vois des amies qui revendent mes tisanes, elles prennent 1 ou 2 euros dessus. Je me dis: «Mais ça sert à pas grand-chose». Ou d'autres amies qui font des tisanes, magnifiques et elles les vendent 4,50 € le paquet et quand je leur dis: «Mais c'est pas possible, enfin, tu rentabilises quoi, Là, tu fais pas du tout de bénéfice, en fait, tu payes même pas, le sachet, plus l'étiquette, l'encre, le travail que tu as fait à mettre les plantes dans le sachet, mais et plus le temps à récolter les plantes». J'ai une amie, Valérie, qui vend ses tisanes, 4 ou 4,50 € le sachet et je l'ai coachée pendant un moment pour qu'elle augmente ses prix parce que je lui disais: «C'est pas du tout rentable, en fait». Et on se rend pas compte de tout le travail qu'il y a dans une tisane. Même moi, des fois, j'oublie. Des fois, je pose un prix sur mes tisanes et je me dis: «Elsa, tu exagères un peu». Et après, en fait, quand je me remets à faire les récoltes, c'est-à-dire que je prends ma voiture ou je pars à pied, je vais explorer les Cévennes, je vais dans les lieux que je connais, je récolte les plantes et puis comme, ça reste de la récolte sauvage, on peut pas récolter trop de plantes au même endroit. Donc du coup, je marche beaucoup pour prendre un petit peu par-ci par-là pour que ça se voit pas. Donc des fois, je pars des journées entières, des fois je dors dans la voiture, et c'est quand même très long, même si moi j'y prends énormément de plaisir, donc ça me nourrit. Et puis ensuite, il faut les faire sécher, mais pour les faire sécher, il faut les émonder. Ça veut dire qu'il faut enlever les feuilles des tiges parce que les tiges, elles contiennent trop d'eau, donc ça pourrait ralentir et le séchage et du coup abîmer la qualité de séchage. Mais c'est très très long tout ça. Parfois, je mets 3 heures à émonder mon romarin ou ma verveine citronnée, quoi. Puis après, donc le temps de les faire sécher, puis les mettre en sachet, puis créer le mélange. Voilà, tout ça, c'est très 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 long. Et donc du coup, je coach souvent mon amie Valérie pour qu'elle augmente les prix. Et elle me dit: «Oui, mais ça, c'est des plantes de mon jardin, enfin, tu sais». Et puis, comme elle adore faire ça, on se dit souvent: «Non, mais déjà que j'ai un peu l'audace de vivre, de faire un métier qui est une passion, je vais pas en plus demander à en vivre de manière hyper luxueuse ou juste confortable». Et moi, je trouve que c'est dommage. Parce que justement, parce qu'on est passionné, on y met encore plus d'amour, donc notre produit il est encore plus beau. Ce qu'on offre moi, les personnes qui commandent mes tisanes, elles me le disent souvent. Elles me disent: «Je reçois tes colis, j'ai l'impression de ressentir, de recevoir de l'amour, parce que je ressens tout ce que tu as mis dedans». Donc, ouais, je trouve ça dommage que ce soit aussi dur d'en vivre. Et je pense que ça demande, en tout cas moi, une des clés que j'ai trouvées, c'est effectivement de diversifier tout ce que je propose autour des plantes. Et donc parfois, je vends même des plants, mes semis sur le marché. Mais j'aime bien diversifier parce que faire tout le temps la même chose, c'est très fatigant. Et puis ça permet effectivement, comme je te le disais, ben, d'avoir des sources de revenus de tous les côtés, quoi. Mais je connais peu de personnes qui en vivent très bien, à moins d'avoir justement diversifié ou fait des ateliers, des formations, des choses comme ça qui ramènent un peu plus d'argent. Ouais. Du coup, si tu déménages souvent, j'imagine que tu dois reprospecter à chaque fois pour retrouver des nouveaux lieux de cueillette, ou à moins que tu déménages pas trop loin de tes lieux de cueillette, mais Ah, je reste toujours dans les Cévennes et moi, je découvre très facilement des nouveaux lieux de cueillette. Parfois, quand je suis dans une région que je connais pas, moi, il me suffit d'ouvrir la carte, le GPS sur le téléphone et je regarde intuitivement, je sais où je dois aller. Ou alors je conduis intuitivement, voilà, je conduis sans savoir où je vais, je trouve facilement. Mais je suis très attachée aux lieux de cueillette où j'ai été par le passé. Et il y en a, donc par exemple, chaque année, je retourne, parfois je fais plusieurs heures de route, et je retourne passer plusieurs jours dans un endroit où j'ai trouvé un lieu auquel je suis attachée, et notamment dans les Alpes. Mais comme ma sœur habite pas loin, je vais toujours voir ma sœur, je fais pas 10 heures de route pour aller ramasser des plantes. Mais pendant plusieurs années, il y a une plante, notamment l'alchimie commune, que je suis allée récolter dans les Alpes. Et je sais pas, c'est des rituels pour moi, c'est important. Et puis aussi, on voit l'évolution des plantes chaque année. Et par exemple, il y a pas cette année, mais celle d'avant, l'alchimie, j'en ai très 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 peu ramassé et ça a été une plante un peu rare. J'ai même pas pu l'acheter chez certains producteurs parce que parfois j'ai très vite plus de plantes parce que mes tisanes partent vite, donc je refais du stock en achetant à d'autres producteurs, mais de très belle qualité. Et là, c'était très dur de trouver cette plante-là. Donc c'est intéressant aussi, ça nous sensibilise et c'était du fait des sécheresses en fait, de la chaleur. Voilà. oui, c'est aussi tout l'intérêt de connaître par cœur ces lieux de cueillette, c'est de pouvoir les voir évoluer d'année en année, de pouvoir aussi adapter la pression de cueillette, j'imagine, en fonction de la ressource d'une année sur l'autre, voir en fonction aussi des conditions climatiques. Et puis je pense qu'après on développe aussi un regard
un regard très fin. On connaît ses spots, on sait où elle pousse, on sait à peu près combien il y avait de pieds l'année dernière, combien on en a Et oui, cueilli. c'est ça. Oui. C'est parce que j'avais vu l'abondance la première année. Ce lieu, je l'avais découvert parce que c'était pas loin d'un stage qu'on avait fait avec l'école, en fait. Et moi, je dormais souvent dans ma voiture, je mettais un grand lit et puis du coup, je pouvais explorer plein d'endroits. Et c'était magnifique parce que je m'étais levée à 6 heures du matin avec le lever du soleil et en fait, c'était une espèce de c'était pas une falaise, c'était comme une grande colline, il y avait les montagnes derrière et en fait, il y avait la végétation de part et d'autre, mais c'était vraiment comme une clairière, c'était très espacé, très vaste et en montant, on avait le soleil en face de nous qui se levait au-dessus de la montagne et ce lieu était magnifique, c'est pour ça que j'y retourne toujours. Mais j'avais effectivement vu l'abondance de plantes la première année et c'est ce qui m'a permis de me rendre compte qu'il y en avait très peu, pas assez, et du coup, j'en avais très, très, très peu ramassé. J'avais laissé pour que ça puisse se renouveler l'année d'après. Mmh. Bah, c'est un vrai mode de vie et même une philosophie de vie, hein, au final. Au-delà de juste un métier, c'est vraiment un art de vivre. Mmh. Est-ce que tu pourrais me parler un peu peut-être des difficultés que tu as pu rencontrer dans ton parcours, de tes doutes, enfin voilà, tout ce qui t'a un peu construit, qui t'a permis d'apprendre, de progresser aussi. Souvent, c'est un peu dans les moments difficiles où on progresse et on s'améliore aussi. Mais J'en ai eu beaucoup à l'école. C'est là d'ailleurs que ça a été très compliqué pour moi et que j'ai rêvé et pris la verveine officinale. L'enseignement, la scolarité, c'est quelque chose de très compliqué pour moi. Je pense que je l'ai surtout compris à ce moment-là, en fait. Peut-être que ça l'était quand j'étais plus jeune, mais je ne me souviens pas. Et en fait, je me sentais comme une noix gavée d'informations. Alors que c'est une école qui est extraordinaire, les professeurs aussi. Ils ont tous une vision qui est à la fois très scientifique, très terre à terre et pourtant spirituelle, mais avec beaucoup d'humilité en fait. Et les professeurs sont tous très diversifiés, il y en a qui sont un peu déjantés. Moi, je les aime tous. Mais en fait, forcément, il y a énormément d'informations à transmettre. Et là, c'était un week-end par mois, et du coup, c'était trop pour moi et je saturais. Euh, et ça a été vraiment compliqué. Et à un moment donné, en fait, je saturais tellement que c'est pour ça que je dis noix gavée, c'est que j'avais des éructations, j'avais des rots, tellement je digérais plus rien mentalement. En fait, même au niveau digestif dans le corps, ça fonctionnait plus. Euh, et ouais, j'étais saturée. Et je vais peut-être le raconter, comme ça peut illustrer un peu la verveine officinale, comment elle agit. Mais du coup, un week-end par mois, on allait à l'école et on se louait un chalet entre nous avec les élèves. On était très très proches. Et à un moment donné, je me souviens qu'une de mes amies me parlait pour savoir comment on faisait la soupe ou ce qu'on mettait dedans pour cuisiner. Et en fait, je la regardais et je n'arrivais pas à lui répondre. Je lui disais, je t'entends. Je vois tes lèvres bouger, mais les mots, ils passent dans ma tête, ils s'entrechoquent. Et je saturais vraiment, il n'y avait plus du tout de place. Et la verveine officinale, elle est venue faire ça. Elle est venue ouvrir et elle est venue enlever tout le surplus, toutes les couches là qui étaient plus essentielles et qui m'encombraient. Et c'était assez extraordinaire. Donc ça a été quelque chose d'assez compliqué pour moi. Et je me suis autorisée ça a été long, mais à pas passer les examens. J'ai passé le premier en première année parce que je me disais, bah, c'est quand même chouette de voir où j'en suis, comment ça se passe et tout ça. Mais je ne l'ai pas passé en me disant, je vais réviser pour l'avoir. Moi, ça m'énervait énormément de me dire, je vais réviser, je vais ouvrir mes cours. J'ai des amis qui ont passé énormément de temps à réviser et certaines pour qui ça a été très dur. Il y en avait qui pleuraient de nerfs. Et j'ai une copine, j'ai fini par vraiment lui parler pour tirer un peu les verres du nez. Et on a fini par mettre le doigt sur le fait qu'elle passait des heures à essayer d'apprendre l'aromathérapie alors que ça ne l'intéressait pas du tout. Et je lui ai dit, à l'âge qu'on a, on est ici parce qu'on a fait un choix du cœur, parce que c'est une reconversion en plus. Donc si l'aromathérapie, tu penses que tu ne vas pas du tout t'y intéresser après et la pratiquer, quel est l'intérêt que tu t'y intéresses maintenant? Tu n'as pas besoin de tout savoir en fait. Et si, quand bien même plus tard ça t'intéresse, tu y reviendras. Mais ouais, je trouve que c'est intéressant à partager parce que il y en a beaucoup on a quand même dans notre société une norme d'être très matricé, quoi, dans le cursus scolaire. Et il faut apprendre pour apprendre. Et moi, je trouvais ça chiant. Donc, je me suis autorisée à sortir des sentiers battus, mais c'était dur parce qu'il y avait une partie de moi qui avait honte, qui disait, mais attends, tu vas être la dernière de la classe. Et c'est marrant parce que d'une certaine manière, je me sentais vachement plus avancée que les autres. Je sais pas, ça a l'air un peu comment dire, un peu d'égo de dire ça, mais c'est vrai, j'étais les premières à faire des séances. Je voyais qu'il y avait des choses où je les inspirais beaucoup, mes camarades. Et alors que si je regardais sur d'autres plans, je me sentais la dernière de la classe, quoi. J'étais à la ramasse. Mais juste parce qu'en fait, je collais pas. Moi, j'avais les informations sans passer par le même chemin, en fait.
Quand on partait en randonnée botanique, moi je disais bah ça c'est telle plante. Elle me disait pourquoi? Je dis bah je sais pas. J'ouvrais le livre et ça s'ouvrait à la bonne page et puis je disais ah oui c'est ça. Peut-être un côté un peu plus intuitif et moins intellectuel dans ta démarche aussi, non? C'est ça. Et en fait les deux sont bons. Moi, j'ai des amies où je les trouve fascinantes parce qu'elles ont tout cet aspect micronutrition. Elles comprennent exactement comment ça se passe dans le corps, les différents tissus, les molécules. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est très intéressant. C'est juste que moi, ça m'intéresse pas de l'apprendre pour l'instant. Et puis, ça me sollicite trop, en fait. C'est pas par ce biais-là, c'est pas ma porte d'entrée. Et je dis ça parce que souvent, il y a des personnes qui ont envie de se former aux plantes et je les aide justement à savoir de quelle manière est-ce qu'elles ont envie d'apprendre. Et tu peux apprendre en étant directement sur place ou faire des formations et faire des formations très scientifiques ou beaucoup plus moins palpables, quoi. Et en fait, tout est juste. Et puis, si un jour il y a des informations qui te manquent, eh ben, tu peux tout à fait les apprendre, quoi. Après, voilà, c'est ce que je dis à beaucoup d'élèves qui me contactent, qui font l'école aussi des plantes de Lyon. Et je leur dis de toute façon, le chemin d'un herboriste, après, on le trace nous-mêmes finalement, avec notre caractère, notre personnalité. Et puis, oui, l'école, c'est une base. Et puis ensuite, après, on fait notre propre chemin en fonction de nos sensibilités. On garde certaines choses, on en laisse d'autres. Et voilà. Mais c'est vrai que quand on met beaucoup d'argent et d'énergie dans une formation de 3 ans, et puis qu'on voilà, on n'arrive pas à tout retenir, ou enfin, faut quand même déculpabiliser. Donc c'est pour ça que ton discours, je trouve qu'il est intéressant à entendre, dans le sens où il faut aussi déculpabiliser derrière, et puis se dire qu'on fait ça aussi pour le plaisir, quoi, au final, que oui, on a envie de passer des examens parce que ça apporte une certaine légitimité aussi, mais il faut aussi garder du plaisir. Donc si on se force à apprendre un truc que vraiment on supporte pas, bah après ça fait partie aussi du cheminement de chacun, et voilà, quoi. Ouais. Et je pense qu'il y a un juste équilibre. C'est normal qu'il y ait des examens parce que on joue quand même avec la santé des gens. Mais tu vois, moi, il y avait un de mes professeurs qui était très, pas cartésien parce qu'il était quand même ouvert, mais très scientifique et qui m'avait dit, en fait, le bon raisonnement, tu l'as. T'as pas les mêmes connaissances que ce qu'on voudrait, mais il avait vu que dans ma manière de penser, de créer mes tisanes, etc., tout était déjà là. Et ça m'avait beaucoup aidé. Il m'avait dit ça pendant l'oral, en fait, de l'examen que j'avais passé. Mais ça fait du bien de savoir que d'autres personnes se sont autorisées ça. Et moi, je sais que je suis très très douée dans ma manière d'accompagner, et de comprendre et de conseiller les plantes. Et ça m'arrive encore parfois de me dire ah mince, tu vois, là je vois que je suis bloquée parce que j'aimerais savoir par rapport à certains compléments alimentaires au niveau des vitamines, les minéraux, tout ça. Je vois qu'il y a des choses qui me bloquent et ça m'intéresse d'en savoir plus. Donc plus tard, j'aurai le temps de m'y reformer. Mais je me dis, du coup, je suis pas assez douée. Et en fait, non, j'ai une autre manière d'accompagner. Et ça, moi, et ce qui fait que j'ai pas passé les examens, c'est que je connais mes limites et je suis capable de les dire sans aucune honte à la personne, de dire, là, je pense qu'il y a ça à aller voir. Moi, je n'en suis pas capable, mais je peux te recommander telle ou telle personne. Ça sera complémentaire à ce qu'on fait. Mais effectivement, comme tu l'as dit, moi, ma démarche, elle est plus intuitive dans le ressenti. Et ce qui fait que parfois, je trouve tellement la juste plante. Maintenant, il y a des personnes qui pleurent juste pendant la séance quand je leur dis, quand je leur parle de la plante, parce qu'elles sentent à quel point, ah ouais, ça vient toucher quelque chose en elles, et tu vois. Et ça, c'est magnifique. Donc, je pense qu'effectivement, tout est juste et il n'y a pas qu'une seule manière d'aborder les plantes. Oui, alors c'est vrai que moi je trouve qu'en France, après c'est un peu général, hein, mais on a une approche assez intellectuelle et universitaire en général des disciplines, que ce soit de l'herboristerie ou un peu d'autres choses. Et c'est vrai que chez les anglo-saxons, j'ai remarqué, ils sont plus dans l'expérimental et le sensible. Et voilà, je suis en train de vachement creuser le sujet du côté outre-Atlantique, justement. Du coup, tu parlais aussi de l'énergétique. Alors, je sais que chez les anglo-saxons, ils ont vachement développé cette approche, et alors que nous, en France, c'est vraiment pas trop, justement. Peut-être que ça va se développer. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ou... Mais justement, cette Japofam, je pense que ça se prononce comme ça, à cette approche-là. Et lui, il a même l'astrologie dedans. J'ai même pas encore eu le temps d'approfondir. C'est tellement vaste. Mais bon, on a toute une vie pour faire ça. Et tempérament énergétique des plantes, c'est pas énergétique comme quand on fait des soins énergétiques. C'est vraiment le tempérament de la plante. Y a des choses très simples où on le voit en fait. Une plante réchauffante, si je te dis gingembre ou piment,
Enfin, moi personnellement, le piment, je vais pleurer de chaleur. Et donc c'est réchauffant. C'est un tempérament qui est réchauffant. Alors que la menthe est rafraîchissante, refroidissante, et c'est pour ça qu'on la boit quand il fait très chaud. Donc il y a ces deux axes-là, une plante qui va réchauffer ou qui va refroidir. Et moi, j'ai déjà un tempérament très chaud. Alors parfois, à des périodes de ma vie, c'est pas le cas, c'est l'opposé. Ou dans certaines parties de mon corps, l'endométriose, c'est quand même quelque chose d'assez froid comme maladie. Il y a une stagnation, voilà, il y a des choses comme ça. Donc on peut avoir comment dire, des systèmes dans lesquels il y a un excès de chaleur dans notre corps et d'autres systèmes dans lesquels il y a un excès de froid. Voilà. C'est pas la même chose, c'est pas unifié dans tout le corps, on n'a pas qu'un seul tempérament. Mais d'une manière générale, moi j'ai plutôt tendance à aller vers des plantes rafraîchissantes. Et on le voit quand je parle, c'est un exemple que je donne toujours. Moi je suis très ça s'arrête pas, ça va dans tous les sens, mes pensées. Et c'est pour ça que la verveine est géniale pour moi parce qu'elle elle fait allez, on se pose. Et ça, c'est génial d'avoir cette notion-là de plantes rafraîchissantes, humidifiantes, asséchantes, tonifiantes, etc. Parce que parfois, ça fait qu'on se plante, en fait, on ne prend pas les bonnes plantes pour nous. Mais avec ça, on comprend beaucoup mieux. Par exemple, quand on est malade et qu'on a une grippe ou quelque chose comme ça, moi je donne pas toujours le même mélange. J'ai plusieurs mélanges en tisane qui sont faits pour ça. Et je vais poser des questions. Je vais dire, est-ce que tu as une toux sèche? Ou est-ce que tu as une toux grasse? Ou est-ce que tu as une toux sèche, mais qui cache une toux grasse? Et ça va me permettre de savoir, ok, est-ce que je vais adoucir les muqueuses parce que c'est sec? Donc là, je vais rapporter des mucilages, des choses qui vont, tu vois, avec plus d'eau. Ou alors, si c'est gras, et ben, je vais aider à faire sortir cet excès de glaire, de mucus. Et en fait, on fait ça pour tout le reste du corps. On va questionner comment est le tissu. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que ça flambe? Est-ce que la gorge est chaude? Ou est-ce qu'au contraire, et du coup là c'est des glaces, c'est du froid qui soulage. Voilà. Je pars un peu dans tous les sens. Mais d'une manière générale, la question que je pose, c'est est-ce que le chaud te soulage ou est-ce que c'est le froid? Vers quoi est-ce que tu as envie naturellement d'aller? Parce que naturellement, on sait, le corps, il sait. Donc on le fait spontanément, même sans s'en rendre compte. Et donc c'est plein de petites questions qu'on peut poser qui permettent d'aller vers la bonne plante. Parce que si on prend une problématique comme les maux de tête, il n'y a pas une seule plante, il y en a plein. Mais on va aller chercher la bonne. Et donc, c'est d'avoir toutes ces questions-là, ça permet de trouver la bonne plante. Et si on ne sait pas, on teste et puis on le voit. Mais il faut être dans l'observation. Il faut s'observer, regarder et voir est-ce que ça aggrave, est-ce que ça soulage. Et s'il y a une plante qui aggrave, il ne faut pas paniquer. En fait, on l'arrête et ça nous donne des informations. Donc finalement, c'est génial. C'est ça, c'est aussi tout un cheminement pour apprendre à s'écouter, écouter ce que notre corps y dit, parce qu'on a un peu tendance dans notre société à pas du tout écouter ce que notre corps dit. Donc voilà, c'est aussi ça les plantes, c'est apprendre à se poser, écouter ce dont notre corps a besoin, et puis comment on réagit face à certaines plantes, face à d'autres, puis comment on réajuste après. Enfin, je trouve que voilà, pour les personnes qui pratiquent et même pour les personnes qui viennent te consulter, c'est aussi tout un cheminement un peu global, quoi. Oui, oui, oui. Parce que finalement, on parle beaucoup, on échange beaucoup pendant les séances sur la vie de la personne. Je sais ce qu'elle vit, comment elle le vit. Je m'intéresse beaucoup à la pathologie qu'a une personne, mais comment est-ce qu'elle vit le fait d'avoir cette pathologie-là? Comment est-ce qu'elle le vit dans son corps, dans ses émotions, dans sa tête, les croyances qu'elle se raconte? Et tout ça, je peux l'accompagner avec les plantes, mais différentes formes de plantes, des formes plus subtiles avec les hydrolats, les fleurs de bac, pour tout ce qui est plus les schémas, les mécanismes, les croyances qu'on a. Enfin, c'est fascinant tout ce qu'on peut faire. Et c'est vrai qu'on pourrait être tenté de nos jours, et il y en a beaucoup qui le font, de faire de l'allopathie verte, c'est-à-dire j'ai un problème, bim, je prends une plante. Et ça peut être la bonne plante et fonctionner, et donc c'est très bien. Et même moi je le fais, j'ai une crise d'angoisse, hop, je prends de la scutellaire, ça me calme tout de suite. Mais à un moment donné, je me dis attends, tu vas quand même aller voir ce qui s'est passé, parce que si demain tu as la même problématique et tu reprends ta plante, tu vas faire ça quoi toute ta vie? Il faut plonger dedans, il faut accueillir, tu le fais quand tu peux, les plantes elles t'aident. Quand c'est trop lourd, c'est pas la peine de souffrir. Donc il y a ces deux axes sur lesquels on travaille. On fait un travail de tout de suite maintenant, j'ai quand même besoin d'un remède d'urgence, hop, je sais ce qui va m'apaiser. Mais en même temps, en parallèle, on fait un travail de fond. Mais c'est bien d'avoir quand même des plantes qui vont soulager sur le moment. Tiens, je peux le raconter avec l'endométriose. L'endométriose, on a une pathologie qui est lourde, qui est chronique, qui est vraiment, elle s'est ancrée dans le corps sur plusieurs années. Quand j'ai mes règles, je vais pas me dire non, je ne prends rien,
Là, je prends quelque chose qui me soulage tout de suite. Donc tous les jours, ou peut-être plusieurs fois par jour, je vais dire à la personne, tu vas prendre cette tisane, plus telle plante, etc., l'homéopathie. Mais le restant du cycle, on fait un travail. Et plus les mois vont passer, les cycles vont passer, et du coup les plantes qu'on prend en traitement de fond vont être consommées, plus on va commencer à diminuer l'inflammation, ramener du mouvement, etc. Et moins les douleurs pendant les règles seront douloureuses. Moins les règles seront douloureuses. Et donc ça permet qu'après, on aura de moins en moins besoin de prendre sur le moment, et on va pouvoir finalement, au bout de plusieurs mois, plusieurs années, ramener un état d'harmonie, d'équilibre. Et oui, il faut aller creuser. Quelles sont un peu les valeurs qui t'animent dans ton activité professionnelle? J'ai un grand besoin de liberté sur tous les plans, mais je le vois avec tout ce que j'ai partagé sur comment je travaille, mes différentes offres, on le voit. J'ai besoin de beaucoup de liberté, beaucoup d'amplitude. J'ai besoin de beaucoup de beauté et de poésie. Et pas de beau superficiel. Je veux que plus tu creuses, plus tu plonges à l'intérieur de mes offres, de ce que je fais, même d'une tisane, tu ressentes cette beauté-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs mes tisanes, elles sont belles. On a parlé tout à l'heure, tu parlais des plantes entières. Moi j'aime quand la feuille elle est entière, la fleur elle est entière. Alors très rarement je les coupe. Ça me fait toujours un petit pincement, mais parce que y a des mélanges où je veux absolument certaines plantes, et quand tu as une feuille qui fait 10 cm et une graine toute petite, je sais que ça va tomber au fond du paquet. Si la personne elle connaît pas suffisamment, elle va pas pouvoir faire son mélange. Moi je travaille, quand je me fais des tisanes pour moi, toutes les plantes sont entières parce que je vais directement dans chaque pot individuel et je fais le mélange sur le moment. Donc voilà, des fois, parfois, je coupe, mais de manière à ce que ce soit toujours joli, pour que ça reste homogène dans le mélange. Mais ouais, j'ai ce besoin que ce soit beau, que ce soit bon gustativement, que ce soit harmonieux, que ce soit équilibré. Donc ça, on le retrouve partout. Puis même dans mes colis aussi, je mets toujours des petits dessins, des petites fleurs séchées. Et ça, c'est hyper important pour moi, de transmettre la beauté, la poésie, mais partout dans le quotidien, parce que c'est ce qui, moi, m'aide à être heureuse, à tenir quand la vie est dure. C'est ces toutes petites choses. Après, c'est vraiment propre à ma personnalité, mais je m'émerveille d'un petit rien, en fait. Je peux m'émerveiller d'une coccinelle ou d'une salamandre dans la nature, et c'est des choses qui me nourrissent profondément, qui m'aident à, tu vois, c'est un peu mon moteur. Donc c'est de ça c'est ça que je transmets aussi dans ma manière d'accompagner. Donc le beau, la poésie, la liberté, et puis beaucoup de vulnérabilité et de force à la fois. Voilà. Du coup, est-ce que tu as des projets pour plus tard? Dis-moi un peu où tu te verrais dans 5 ans. J'ai plein d'idées. Et là, ce qui a été chouette, c'est que ces 2 dernières années, j'ai réalisé des mini-projets, hein, parfois des mini-idées, des coffrets, des choses comme ça que j'avais en tête depuis tellement longtemps. Mais le fait d'avoir des lieux de vie qui étaient vraiment pas pratiques faisait que ça me ralentissait beaucoup. Et là, beaucoup moins, donc c'est très très chouette. J'ai des offres qui sont créées depuis 1 an. Je communique pas trop dessus, je sais pas si les gens sont au courant. Il y a plusieurs choses. Il y a la tisane sur nos terres. C'est un peu comme sur nos terres, les territoires. C'est un peu comme la tisane signature, mais là, c'est plus pour les professionnels, mais pas forcément. Mais les personnes qui ont un gîte, qui ont un hameau, qui ont un grand espace où il y a un grand terrain. Et moi, je viens sur place et je les rencontre. Je parle avec eux de leurs projets. J'essaie de savoir qui ils sont, qu'est-ce qui les anime. Et souvent, ce sont des lieux d'accueil, donc ils reçoivent des gens. Et donc, voilà, j'essaie de cerner un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent transmettre au monde. Et puis moi, ensuite, je découvre leur terre et toutes les plantes qui y poussent. Les plantes sauvages essentiellement, mais si par exemple c'est un endroit où ils cultivent une plante, que c'est quelque chose de très important pour eux, je peux la prendre en compte. Et donc, je crée un mélange de leur terre. Et c'est un peu leur marque de fabrique, c'est leur tisane signature à eux, mais ça va être la tisane du hameau ou tu vois. Et ensuite, c'est génial. Ouais, je trouve ça trop bien. Et Ah du oui. coup, ils peuvent l'offrir à leurs clients ou la commercialiser. Et on peut faire la même chose. Alors, je pars sur encore une autre idée, mais je termine là-dessus. Ça, je trouve ça génial parce que moi, ça me nourrit personnellement, mais profondément, parce que j'adore faire des road trips, j'adore découvrir de nouveaux endroits. Et donc, ça, tu vois, ça vient encore plus nourrir mon besoin de liberté. Et c'est là où, en tant qu'auto-entrepreneur, je trouve ça hyper important. Et cette offre, elle est géniale parce qu'elle me fait pétiller, quoi. Ça me fait rencontrer des gens. Enfin, en fait, c'est génial à tous les niveaux. Et puis aussi, ça fait que d'autres personnes vont découvrir ce que je fais, mon travail. Enfin, vraiment, c'est extra. Et ça, j'en ai très peu parlé, 1 ou 2 fois, je pense.
Et c'est aussi génial, et ça je le fais beaucoup plus, toujours la tisane comme ça, un peu signature, mais pour d'autres accompagnants, des personnes qui vont faire des formations en ligne ou des consultations, des accompagnements plus longs ou des ateliers en présentiel. Et donc je peux créer un mélange, soit pour la journée qu'ils ont créée, pour l'atelier ou pour la formation ou pour la retraite. Et donc pareil, je discute avec eux et je me connecte à ce qu'ils veulent faire vivre aux personnes, à leurs clients en fait. Et donc là, je crée un mélange aussi. Donc ça, c'est des petits projets que j'ai. Et sinon, un projet à très long terme, moi je veux retourner à l'étranger, vivre quelque part dans la jungle. J'ai pas encore trouvé. Ce sera finalement pas au Mexique, ça a été une catastrophe pour moi. Mais j'ai toujours eu envie de retourner dans la jungle et d'être au bord de l'océan et du coup d'apprendre de nouvelles plantes. Mais du coup, pour moi, il était essentiel de d'abord me poser ici et de d'abord pratiquer avec les plantes d'ici parce que je les connais si bien, ça serait vraiment dommage de finalement jamais me lancer, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que là, je suis revenue il y a 3 ans et maintenant je fais les fondations ici. Puis un jour, j'irai apprendre d'autres plantes. Mais ça, c'est génial parce qu'avec les voyages, ça fait que je connais des plantes dans d'autres endroits et du coup, je peux accompagner des personnes partout dans le monde parce que je lui dis, bah, tu vas aller et tu vas aller chercher cette plante. Et ça, c'est génial parce que je peux travailler avec les plantes du monde entier, mais d'une manière consciente. Et de manière locale pour eux. Ah, ouais, Voilà. c'est ça. Donc ça, c'est très, très chouette d'apprendre avec les voyages. Et sinon, bah, tu vois, j'ai des idées comme ça, mais en même temps, bah, elles évoluent au fur et à mesure de la vie, donc il y aura aussi beaucoup de surprises, quoi. On verra. Mais je sais qu'un jour, je reviendrai aux bijoux. Je le sais depuis très longtemps. Et j'ai déjà plein d'idées, plein de graines, même qu'une femme m'a donné dans la jungle au Mexique, qui sont stockées pour faire des bijoux, mais inspirés du végétal. Donc je pense que parfois, on vit des crises. Moi, ça a été l'endométriose, qui nous font nous remettre en question profondément. Mais et ça, je l'ai souvent observé, on fait un cercle. C'est-à-dire que moi, j'étais bijoutière joaillière et j'ai découvert les plantes et je pense qu'un jour, je reviendrai aux bijoux, mais ça sera nourri de tout mon chemin. Et là, j'aurai vraiment ma patte. J'aurai vraiment cette empreinte du végétal, de la poésie. Parce qu'avant, j'étais capable de savoir les bijoux que je trouvais beaux ou pas, et pourquoi et comment j'aurais fait différemment, mais j'étais pas capable de créer. J'étais persuadée que j'avais pas de personnalité, pas de créativité. Et les plantes, elles m'ont apporté ça. Parce que je me suis vraiment trouvée, moi. Et voilà. Ah, ça m'émeut. Ouais, c'est génial. En tout cas, ça, tu manques pas d'idées. Et je pense que tu en auras plein de super chouettes plus tard aussi. Quel conseil précieux est-ce que tu pourrais donner aux personnes qui ont envie de se lancer dans l'herboristerie ou de se reconvertir? Je pense qu'on peut déjà faire beaucoup juste par soi-même. Pas dans le sens où ne vous formez pas, mais déjà commencez par l'incarner dans votre quotidien. Moi, les 3/4 des choses que j'ai apprises, je les ai apprises toute seule. À l'école, ça a donné une autre dimension, ça a affiné, mais j'ai vraiment beaucoup appris seule par l'expérimentation. En goûtant les plantes, en les sentant, en prenant par exemple. Il y a plusieurs manières de faire selon les personnes, parce qu'on n'a pas tous les mêmes tempéraments. J'ai une amie par exemple qui a beaucoup appris avec les plantes d'une manière très 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 lente. Et donc parfois, pendant 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, elle choisissait une seule plante, celle qui l'appelait sur le moment, qui avait sûrement un lien avec ce qu'elle vivait sur le moment, sur cette période-là. Et elle allait la goûter dans tous ses états, fraîche, séchée, en tisane, elle allait préparer plein de manières, voilà. Et elle la goûtait comme ça, et du coup, ça permettait qu'elle ait une véritable rencontre avec la plante. Et parfois, elle l'observait pousser dans la nature. On apprend beaucoup en regardant une plante dans son environnement. Dans quel type d'environnement est-ce qu'elle pousse? Est-ce que c'est humide? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est sec? Déjà, et ça nous donne des informations sur le tempérament aussi de la plante. Et est-ce qu'elle pousse facilement? Ou tu vois, le pissenlit, il pousse dans du goudron. Enfin, il a quand même une sacrée niaque. Une capacité de résilience importante, ouais. Donc ça aussi, ça nous donne des informations sur l'esprit de la plante. Donc elle apprenait beaucoup comme ça. Et parfois, elle s'asseyait avec une plante et puis elle méditait avec elle. Et puis parfois, elle entendait des petites choses. Et ça, moi, ça m'est arrivé 2 fois. Et c'est extraordinaire. Un coup, j'entendais une petite voix et la pensée sauvage se mettait à me parler et à m'offrir de sa médecine. C'est génial. Donc ça, c'est une des manières d'apprendre. Et après, il y a plein de choses. Il y a même des petits stages, des petits ateliers. Moi aussi, je propose des immersions, c'est-à-dire qu'une personne peut venir
Et on va d'abord parler, je vais essayer de comprendre un petit peu ce qu'elle vit, est-ce qu'elle a besoin d'être dans le mouvement ou dans quelque chose de beaucoup plus doux, réconfortant. Et je vais choisir l'endroit dans les Cévennes où on va aller en fonction de ça, parce qu'il y a des endroits très yin, vraiment propices au repos, à l'introspection, et d'autres plus yang, un peu plus, on va aller sauter dans les rochers, escalader. Et si la personne a une problématique de santé, mais c'est pas obligatoire, ou des petits déséquilibres, je vais aussi lui faire rencontrer ses plantes alliées, et elle va voir où est-ce qu'elles poussent. Et elle va pouvoir en récolter un tout petit peu, les faire sécher et se faire ses mélanges plus tard. Enfin, voilà, il y a plein de manières d'apprendre. Et après, les écoles, moi j'avais choisi le LPM, donc tu as fait celle-là aussi. Oui. Oui. Et je m'étais renseignée sur toutes les écoles. Vraiment, j'avais appelé toutes les écoles, je m'étais fait des dossiers et tout. J'avais hésité entre celle-là et celle de Bretagne. Et celle de Bretagne, je connais personne qui l'a faite, donc j'ai pas de retour. Mais il s'avère que c'était complet, donc j'aurais dû attendre un an de plus. Donc j'ai choisi le LPM et je suis allée à Lyon parce qu'il y avait Christophe Bernard. Ah ouais. Et je regrette pas. J'ai vraiment adoré cette école, mais c'est vrai que le cursus pour moi c'est long, c'est quand même assez dense, donc il faut quand même s'impliquer. Mais je pense que si on a envie, ouais, moi je le dis, je me suis pas enfermée dans mes cours à réviser, quoi, un petit peu quand même, mais autorisez-vous, en fait, vous le faites parce que ça vous fait kiffer, donc faites-le de la manière dont vous avez envie de le faire et sortez des carcans des injonctions de comment est-ce qu'on doit le faire, et prenez ce que vous avez envie de prendre et laissez le reste, et puis si un jour ça vous manque, eh ben, il sera toujours temps d'y retourner, quoi. Ouais, tout à fait, carrément. Alors du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? J'imagine en local dans les Cévennes, peut-être, et puis aussi en ligne. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de suivre tes activités? Beaucoup en ligne, bah parce que je déménage tout le temps. Même si là, en ce moment, je suis à Pugeot vers Avignon, donc je peux faire des consultations ici. Mais alors, sur les réseaux, on peut me retrouver sur Instagram et j'ai 2 comptes. Il y a celui pour les tisanes, les coffrets, tout, voilà, toutes mes créations et que je vends, ça s'appelle L'éther de Nausicaa. Et mon autre compte, là où je suis plus pour les consultations, les accompagnements, c'est Elsa Nausicaa. Et c'est un compte un peu très intime où je parle beaucoup de ma vie, de ce que je vis, des épreuves, des joies, et parfois des choses vraiment très très intimes où je me dis est-ce que j'ai envie de partager ça? Mais c'est un peu des récits de vie que je partage dans le but de poser des mots sur des choses qu'on vit tous en fait d'une manière ou d'une autre. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent que ça met des mots sur des choses qu'elles n'arrivaient pas elles savaient qu'elles vivaient ça, mais là ça donne de la matière, ça donne une autre prise de vue, et je trouve ça très intéressant. Et je pense que je vais continuer de faire ça, mais maintenant je parlerai toujours de la plante que je prends quand je vis ça, pour pouvoir parler des plantes aussi. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que du coup je donne pas des infos sur les plantes, j'en donne un petit peu comme ça, mais de manière très spontanée, mais c'est pas un compte qui abreuve d'informations. Moi je trouve ça très bien aussi, mais voilà, j'ai pas envie de faire ça. Les informations, je les donne quand je vois les personnes. Donc voilà, il y a ces 2 comptes. Et puis après, il suffit de m'écrire. En fait, je suis très facile d'accès. J'adore échanger, donc on peut toujours me contacter. Puis même si vous avez une envie, un projet en particulier, la plupart de mes offres, il y en a que j'ai créées parce qu'une personne m'a contactée. Elle m'a dit mais moi je voudrais un accompagnement sur plusieurs mois. Est-ce qu'on peut faire ça? J'ai eu des personnes qui m'ont dit mais moi je voudrais que tu me formes aux plantes. Est-ce qu'on peut faire ça? Et donc là, je vais le faire soit en visio, soit la personne elle vient. On loue un chalet pendant une semaine. Enfin voilà, tout est possible. Moi, tant que c'est dans la joie, l'aventure, la douceur, l'authenticité, et avec les plantes et la nature, tout me plaît. Donc voilà, essentiellement. Mais en ce moment, s'il y a des personnes qui vivent vers Avignon, on peut venir me voir ici, puisque j'ai un atelier avec les tisanes et puis les consultations. Ok, je remettrai ces liens-là sous le podcast. En ce moment, c'est jusqu'au mois de mars 2025, parce que du coup, le podcast peut être écouté à d'autres moments. Après, je serai ailleurs et on ne sait pas encore où. Tout à fait. Je suis jamais très loin des Cévennes. Après, si on te suit sur Instagram, on saura où tu auras déménagé, du coup. Oui, voilà. Est-ce que tu auras un petit mot de la fin pour clôturer cet épisode? Je pense que l'enseignement qu'on peut avoir avec les plantes, il est vaste. Il y a plein de portes d'entrée, et trouvez celle qui vous convient, en fait. Que ce soit pour vous former ou simplement utiliser les plantes vous-même pour vous soigner, vous faire du bien. Il y a tellement de manières et tellement même de formes de plantes, entre les alcoolatures, les tisanes. Choisissez, cherchez, expérimentez pour trouver celle qui vous convient, celle qui vous plaît, voilà, on a tous des sensibilités différentes, donc je trouve ça beau aussi. Et merci pour ce très beau message, hyper inspirant. Merci encore pour ta participation à ce tout premier épisode. Si, le mot de la fin, je peux le donner. Il y a un an, nous ne nous serions pas vus, Manon, parce que faire ce qu'on vient de faire était un état d'angoisse chez moi qui était
J'ai une très grande résistance au stress, aux crises d'angoisse. Je peux faire des crises d'angoisse terrifiantes et quand même les dépasser. Ça, c'était un sacré niveau. C'était comme apprendre à conduire. Et je me suis accompagnée avec les plantes et plein d'autres choses. Et c'est des choses que je fais en séance. Tiens, c'est un bon mot de la fin aussi parce que c'est quelque chose dont j'ai pas parlé, mais j'accompagne beaucoup sur les transformations et dépasser ses peurs. Parce que moi, j'ai plein de peurs immenses que j'ai dépassées et il a fallu que je m'accroche. Et la scutellaire est une plante qui m'accompagne beaucoup, et notamment là pour dépasser le stress de parler en public. Mais du coup, ouais, je suis très contente, merci beaucoup, je me suis régalée. Eh ben merci encore, et puis à une prochaine. Ouais, à bientôt. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Merci pour ton écoute. Si cela t'a plu et que tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à t'y abonner sur ta plateforme d'écoute et à y mettre 5 étoiles, voire même à réagir à cet épisode en y mettant un petit commentaire ou même à le partager autour de toi. Cela m'encourage à continuer de te parler de ma passion des plantes et de la nature et me donne de la visibilité. En attendant le prochain épisode, tu peux continuer de me suivre sur Instagram, Facebook et Pinterest, mais aussi lire mes articles sur le blog Mademoiselle Apothicaire et t'abonner à ma newsletter pour recevoir mes infos, mes recettes maison aux plantes, mes anecdotes et accessoirement mes blagues pourries. Et si tu as envie d'aller plus loin avec moi pour apprendre l'herboristerie maison pas à pas, ou pour que je t'aide à améliorer ton bien-être grâce aux plantes, n'hésite pas à t'inscrire à mes programmes et ateliers, découvrir mes livres ou encore prendre rendez-vous sur mon site mademoiselleapothicaire.fr. À très bientôt dans le temps d'une tisane.